Tiens, l'autre jour, Alia remarquait une petite excroissance un peu bizarre sur son doigt. Ah oui, hein. Et Yacine, lui, c'était sur son pied. Il se demandait ce que ça pouvait être. C'est typique, non? On découvre un petit truc sur la peau et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est une situation très très fréquente. Et c'est vrai que ça peut inquiéter un peu au début. Bon, la plupart du temps, ces petites bosses, ces excroissances, ce sont des verrues cutanées. Exactement. Et voilà, c'est justement le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va essayer de décortiquer un peu tout ça, les verrues, en s'appuyant sur des infos sérieuses, des fiches dermato, des articles, des sources fiables, quoi. C'est ça. L'idée, c'est d'expliquer simplement ce que c'est, d'où ça vient. C'était la question que se posait Alain, je crois. Est-ce que c'est contagieux? Et la fameuse question de Yacine, est-ce qu'on peut aller à la piscine avec? Oui, ça c'est un classique. Et puis, bien sûr, comment on s'en débarrasse? On va parler des traitements et notamment s'arrêter un peu sur la cryothérapie. Chloé avait des questions précises là-dessus. Comment ça marche? Est-ce que ça fait mal? Les effets secondaires. Et aussi, point très pratique, qu'est-ce qu'on peut faire entre deux séances pour aider un peu les choses? Parfait. Bon bah allons-y. Démystifions tout ça. Commençons par le B à bas. Une verrue, c'est quoi au juste? La question d'Alain. D'où ça sort ce truc? Alors, c'est une très bonne question pour commencer. Une verrue cutanée, c'est une petite tumeur, attention, hein, tumeur complètement bénigne, de la peau. C'est juste une excroissance qui pousse sur l'épiderme. D'accord. Bénigne, c'est important. Et l'origine? L'origine, c'est une infection virale. Le responsable, c'est un virus hyper courant, le papilloma virus humain. On dit VPH ou HPV en anglais, on entend souvent les deux. Un virus. J'avais cru comprendre qu'il y en avait plusieurs sortes de ce VPH. Exactement. C'est une très grande famille. Il y a plus de 100 types différents qui ont été identifiés. Mais là, attention, il ne faut pas tout mélanger. Les verrues communes, celles qu'il y a peut-être sur les doigts ou Yacine sur le pied ou sur les genoux, Oui, les plus classiques. voilà, celles-là sont causées par des types de VPH bien spécifiques, comme les types 1, 2, 4, 7. Ils sont très répandus, mais ils donnent juste ces petites lésions sur la peau. C'est bénin. C'est vraiment important de le préciser parce que le mot HPV, parfois, ça fait un peu peur. On pense à d'autres choses. Tout à fait, vous avez raison de le souligner. Il existe d'autres types de VPH qu'on appelle à haut risque, comme les 16 et 18, qui eux, oui, sont liés à certains cancers, le col de l'utérus par exemple. Mais soyons très clairs, les VPH des verrues des mains ou des pieds n'ont absolument rien à voir avec cela. Une verrue banale, ça ne devient jamais un cancer. C'est juste parfois gênant, pas très joli, mais sans aucun danger pour la santé. Alia et Yacine peuvent vraiment être rassurés là-dessus. Voilà une vérification essentielle. Donc c'est un virus bénin, mais un virus quand même. Comment on l'attrape? Chloé, par exemple, elle pourrait se demander comment ça lui est arrivé. Alors oui, le VPH est contagieux. La transmission, le plus souvent, c'est par contact direct, peau contre peau, avec la verrue de quelqu'un d'autre. Simple contact. Oui, mais pas seulement. Le virus est assez résistant. Il peut survivre un moment sur des surfaces, surtout si c'est chaud et humide. Ah, les piscines, les vestiaires de sport. Exactement. Les sols des piscines, les douches communes, les vestiaires, les tapis de sol, c'est des endroits où il se plaît bien. Des petites peaux mortes infectées peuvent s'y déposer, et si quelqu'un marche pieds nus dessus, hop, il peut s'infecter. On parle de transmission indirecte, via ce qu'on appelle des fomites, les objets ou surfaces contaminées. D'accord. Et il y a un autre facteur important, une petite porte d'entrée. Une mini coupure, une égratignure, même invisible, ou une peau un peu abîmée par l'humidité. Ça facilite beaucoup l'entrée du virus. Ok, je vois. Ça explique bien pourquoi les pieds sont souvent touchés. Ce qui nous amène direct à la question de Yacine sur la piscine. Si c'est un peu un bouillon de culture, est-ce qu'il faut bannir la piscine quand on a une verrue plantaire? Pas forcément l'interdire complètement, non. Mais il faut être vraiment prudent. On peut y aller, mais il faut prendre des précautions très strictes. Pour deux raisons. Ne pas contaminer les autres et aussi ne pas s'auto-contaminer, c'est-à-dire ne pas répandre le virus sur d'autres parties de son propre corps. D'accord. Et ces précautions, c'est quoi concrètement? La règle numéro 1, couvrir la verrue avec un pansement spécial pour l'eau qui soit parfaitement étanche. On en trouve en pharmacie, il colle bien même mouillé. Ok, un pansement étanche? Et en dehors du bassin? Dans les vestiaires, les douches? Là aussi, super important. Toujours porter des sandales, des claquettes, des chaussons de piscine. Jamais pieds nus sur ces sols communs. Et après, bien se sécher les pieds partout, entre les orteils aussi. C'est une bonne habitude.
Compris. Juste une petite nuance. Si la verrue est en plein traitement, par exemple s'il y a une cloque après de la cryothérapie ou une petite plaie, là il vaut mieux éviter la piscine quelques jours, le temps que ça cicatrise un peu. C'est plus sûr. Logique. Et pour les mains, comme Alia, on évite de serrer la main des gens. Ça peut être un peu gênant. Oui, c'est une bonne question. Idéalement, oui, le contact direct peut transmettre. Le plus simple, c'est de mettre un petit pansement discret sur la verrue. Mhm. Si c'est pas possible, on peut aussi juste expliquer gentiment. La plupart des gens comprennent très bien. Et puis, règle d'or, pour la personne qui a la verrue, que ce soit Alia ou quelqu'un d'autre, ne pas la toucher, ne pas la gratter, ne pas la mordiller. Ah oui, l'autocontamination dont vous parliez. Exactement. On peut facilement transférer le virus à d'autres endroits sans s'en rendre compte. Bien noté. Donc, contagieux, oui, mais on peut limiter les risques. Venons-en à la question d'Alain. Comment on s'en débarrasse? Est-ce que ça peut juste disparaître tout seul? Eh bien oui, figurez-vous que très souvent ça disparaît tout seul, sans rien faire. On appelle ça la régression spontanée. C'est surtout vrai chez les enfants, les ados. On dit qu'environ 60% des verrues disparaissent comme ça en 2 ans. Ah bon? Mais comment ça se fait? C'est notre système immunitaire. Au bout d'un moment, il finit par reconnaître le virus comme un ennemi et il lance l'attaque pour l'éliminer. Ah, le fameux système immunitaire. C'est lui le super-héros caché, en fait. C'est une bonne image, oui. Il joue un rôle essentiel. Le problème, c'est que parfois, cette reconnaissance prend du temps ou ne se fait pas bien, surtout chez les adultes ou pour des verrues qui sont là depuis longtemps. Elles peuvent rester des années et devenir gênantes ou même douloureuses. Et c'est là qu'on pense au traitement. Et le but du traitement, c'est quoi exactement? Juste enlever la verrue? Le but profond, c'est de détruire les cellules de la peau, de l'épiderme, qui sont infectées par le virus HPV. C'est ces cellules qui se multiplient trop et forment la verrue. En les éliminant, on élimine le virus qui est dedans. Mais il faut être réaliste, hein, aucun traitement ne marche à 100% du premier coup. Et ça peut revenir. Une récidive, c'est possible. Pourquoi ça revient? Parce que le virus peut rester un peu endormi dans la peau saine juste à côté et se réveiller plus tard. D'accord. Et alors, quelles sont les grandes options de traitement? On peut dire qu'il y a 2 grandes familles. D'un côté, les méthodes chimiques. On met des produits dessus pour la décaper, la détruire chimiquement. Le plus connu, c'est l'acide salicylique, souvent avec de l'acide lactique, des produits kératolytiques, on dit. Kérato? Kératolytique, ça veut dire qu'il dissout la kératine, la couche dure de la verrue. Et de l'autre côté, il y a les méthodes physiques. Là, on détruit la verrue par une action physique. Le froid extrême, c'est la cryothérapie. Il y a aussi le laser, ou parfois un petit coup de bistouri, le curage. Le choix va dépendre de plein de choses. L'âge, le type de verrue, où elle est placée. Et les produits qu'on achète soi-même en pharmacie, ça marche? Alors oui, on trouve des choses en vente libre. Des préparations avec de l'acide salicylique, souvent moins fortes que sur ordonnance, en liquide, gel, vernis, pansement. Il y a aussi des kits de cryothérapie maison. Ça peut être une première approche. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que c'est souvent moins puissant que chez le médecin. La cryo maison, par exemple, ça descend à moins 50 degrés environ. L'azote liquide chez le dermato, c'est moins 196 degrés. C'est pas la même chose. Et surtout, ces produits demandent beaucoup, beaucoup de patience et de régularité. Il faut les appliquer tous les jours, pendant des semaines, parfois des mois. Faut pas lâcher. Justement, parlons de cette cryothérapie chez le médecin, à l'azote liquide. Chloé se posait pas mal de questions là-dessus. Ça a l'air costaud comme truc. Comment ça marche vraiment? Alors, cryothérapie, ça vient du grec cryo, c'est le froid, et therapeias, c'est soigner, traiter par le froid, tout simplement. On utilise de l'azote liquide, donc à une température hyper basse, hein, moins 196 degrés Celsius. Le médecin va l'appliquer pile sur la verrue, soit avec un genre de grand coton-tige spécial qu'il trempe dans l'azote, soit avec un petit spray. C'est très rapide, quelques secondes, mais le but, c'est de congeler la verrue très vite et très fort. Congelé à moins 196, qu'est-ce qui se passe dans les cellules à ce moment-là? Elles meurent de froid, c'est ça? C'est un peu ça, mais c'est plus malin. Le froid intense forme des petits cristaux de glace à l'intérieur même des cellules de la verrue, comme des petites aiguilles. Ça perce les membranes, ça casse tout à l'intérieur. Et après, quand ça se réchauffe doucement, ça achève le travail de destruction. Mais il y a un deuxième effet. Cette brûlure par le froid déclenche une réaction inflammatoire. Le corps envoie des cellules de défense pour nettoyer les débris et, on espère, finir d'éliminer le virus. Double action. Destruction directe et coup de pouce au système immunitaire. Ah oui, c'est intéressant comme double effet. Mais alors, la question qui fâche, celle d'Alain et de beaucoup d'autres, est-ce que ça fait mal? Bon, oui.
Il faut être honnête, ce n'est pas agréable au moment où on applique l'azote. Et juste après, pendant que ça décongèle, ça fait mal. C'est souvent décrit comme une brûlure ou une piqûre assez forte. La bonne nouvelle, c'est que c'est bref. Ça dure quelques minutes, pas plus. L'intensité varie, bien sûr. Sous le pied, c'est souvent plus sensible. Et il n'y a rien pour atténuer cette douleur. Si, heureusement, on peut utiliser une crème anesthésiante. La plus connue, c'est Emla. Elle contient de la lidocaïne et de la prilocaïne. Le médecin peut la prescrire, il faut la mettre en couche épaisse sur la verrue, sous un pansement fermé, une bonne heure avant la séance. Ça endort la peau en surface, ça rend la brûlure plus supportable, surtout pour les enfants ou les zones sensibles. Ça n'enlève pas tout à 100%, surtout la douleur en profondeur, mais ça aide bien quand même. Bon à savoir. Et une fois que la séance est finie, que la douleur s'est calmée, à quoi Alia doit s'attendre? Ça ressemble à quoi après? La réaction après, ça ressemble beaucoup à une brûlure par le chaud, en fait. D'abord, ça devient rouge, ça gonfle un peu, et puis très souvent, dans les heures ou jours qui suivent, il y a une cloque qui apparaît, une ampoule. Ah oui, une cloque. Oui. Elle peut être remplie de liquide clair ou parfois un peu rouge si un petit vaisseau a saigné dessous. C'est normal. C'est même plutôt bon signe. Ça veut dire que le traitement a bien agi en profondeur. Et cette cloque, qu'est-ce qu'on en fait? On la perce? Ah non, surtout pas. Consigne numéro 1. On n'y touche pas. La cloque, c'est comme un pansement naturel. Ça protège la peau qui guérit en dessous. Si on la perce, on ouvre la porte aux microbes. C'est un risque d'infection. Donc, on la laisse tranquille. On peut mettre un pansement sec dessus pour la protéger, c'est tout. Elle va se vider ou sécher toute seule et former une croûte. Souvent une croûte un peu foncée, noire même. Et après la croûte? La croûte va tomber. Toute seule, ça prend quelques jours, parfois 2, 3 semaines, ça dépend. Et en tombant, normalement, elle emmène la verrue morte avec elle. Chloé se demandait si une seule séance, ça pouvait suffire. Ça serait l'idéal. L'idéal, oui, mais c'est rare, malheureusement. Surtout si la verrue est là depuis longtemps, si elle est épaisse ou sous le pied. La peau est plus dure à cet endroit, donc en général, il faut prévoir plusieurs séances. Combien à peu près? Souvent, on part sur 2 à 4 séances. Parfois plus si la verrue s'accroche vraiment. On espace les séances de 2 à 4 semaines, le temps que la peau récupère entre chaque fois. Le médecin regarde comment ça évolue et décide si on continue. La durée où on applique l'azote peut aussi varier, de 5 secondes à presque 30 secondes selon la verrue. D'accord. Et à part la douleur et la cloque qui sont normales, est-ce qu'il y a d'autres effets secondaires possibles, des risques? Les plus courants, c'est ça. La douleur qui passe, le petit gonflement, la rougeur, la cloque. Il y a un petit risque de laisser une cicatrice, surtout si on arrache la croûte trop tôt. Il peut aussi y avoir des changements de couleur de la peau. C'est-à-dire? La peau peut devenir plus blanche ou au contraire plus brune à l'endroit traité. C'est plus fréquent sur les peaux mates ou foncées. Et parfois, rarement, ça peut rester. Il y a aussi quelques petites choses spécifiques. Si on traite tout près d'un ongle, le froid peut parfois abîmer un peu la racine de l'ongle. Et il peut repousser un peu déformé, souvent temporairement. Et puis très très rarement, si on insiste beaucoup près d'un petit nerf, sur le côté d'un doigt par exemple, on pourrait avoir une sensation d'engourdissement passagère. C'est pour ça que c'est important que ce soit fait par quelqu'un qui a l'habitude. Et le soleil? Ah oui, bonne question. Il vaut mieux bien protéger la zone traitée du soleil avec une crème solaire forte pendant toute la cicatrisation, pour éviter qu'une tache brune ne s'installe. C'est très clair. Alors maintenant, la question super pratique de Yacine, est-ce qu'on peut faire quelque chose à la maison, entre les séances de cryo, pour que ça parte plus vite, pour donner un coup de main? Ah mais oui, c'est même une excellente idée et c'est souvent ce qu'on recommande pour que ça marche mieux. Entre les séances chez le médecin, c'est très utile de continuer à attaquer la verrue en surface. Le plus simple, c'est d'utiliser ces fameux produits kératolytiques. Ceux qui dissolvent, c'est ça. Exactement. Ceux à base d'acide salicylique dont on parlait tout à l'heure. Ils aident à ramollir et à éliminer petit à petit la couche de corne de la verrue. On en trouve en pharmacie, sans ordonnance, liquide, gel, vernis, pansement. Et on les met comme ça, directement. Pour que ça pénètre mieux, c'est bien de préparer un peu le terrain. Juste avant d'appliquer le produit, on peut limer ou poncer très doucement la surface de la verrue. Ça enlève la peau morte du dessus. Mais attention à l'hygiène. C'est-à-dire? Il faut utiliser une lime jetable qu'on jette après, ou alors une petite pierre ponce, mais réservée que pour ça, et qu'on nettoie bien. C'est pour pas éparpiller le virus partout. Et on se lave bien les mains après, bien sûr. Donc on lime doucement, puis on applique le produit. Voilà. Et on fait ça régulièrement, tous les jours si possible, entre les séances de cryo. Cette combinaison au cryo chez le médecin et acide salicylique à la maison, c'est vraiment une bonne stratégie. Et bien sûr, on garde la zone propre et on protège la cloque si elle est là.
C'est un travail d'équipe en quelque sorte. Bon, alors si on devait résumer tout ça pour Alia, Alain, Yacine, Chloé et tous ceux qui nous écoutent, quels seraient les points essentiels à retenir? Alors, résumons. Point 1. Les verrues, c'est bénin, causées par un virus, le HPV. Elles ne deviennent pas cancéreuses, mais elles sont contagieuses, donc on protège. Pansement étanche à la piscine, pansement normal si besoin ailleurs. D'accord. Point 2. Point 2. La guérison spontanée, ça arrive souvent, surtout chez les jeunes, merci le système immunitaire. Sinon, on traite pour détruire les cellules infectées. Ok. Point 3. La cryothérapie à l'azote liquide, c'est efficace. C'est du froid très intense, moins 196 degrés Celsius. Ça fait un peu mal sur le coup, ça donne souvent une cloque, c'est normal. Et il faut souvent plusieurs séances, 2 à 4 parfois plus, espacées de quelques semaines. Compris. Et le 4e? 4e point, entre les séances de cryo, on peut aider à la maison avec les produits à l'acide salicylique après avoir limé doucement. C'est important. Et le dernier? Le 5e, et pas des moindres, patience et persévérance. Les verrues, ça peut être têtu, mais on finit par en venir à bout. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était vraiment très clair et très concret. On comprend beaucoup mieux ce que sont ces fameuses verrues et comment on peut les gérer. Avec plaisir. C'est important de dédramatiser tout en étant bien informé. Et peut-être, pour finir, une petite réflexion qui vient de ce qu'on a dit sur la guérison spontanée et le rôle de l'immunité. Ah oui, dites-nous. On a vu que c'est souvent notre propre corps qui règle le problème. Ça invite à se demander, au-delà du traitement local de la verrue elle-même, est-ce qu'il n'y a pas un lien plus large entre notre état général, le stress, l'alimentation, le sommeil, bref, la force de notre système immunitaire et la façon dont on réagit à ces petites infections virales de la peau? Intéressant. C'est une question ouverte, bien sûr, mais ça rappelle que notre peau, parfois, elle reflète un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Une belle pensée pour conclure cette discussion. Merci encore pour votre expertise.